Mais surtout, c'est au niveau du calendrier que l'on va retrouver la symbiose entre le matriarcat agraire et le nomadisme patriarcal. Et pour ce faire, revoyons quelques bases astronomiques. Depuis toujours, les hommes ont associé des étoiles entre elles sous forme d'images familières, images qu'ils ont désignées comme constellations pour faciliter leur repérage. Et chaque matin, on constate que le soleil se lève dans une bande du ciel large de 8 degrés, appelée plan de l'écliptique. Et sur l'année, cette position matinale décrit la bande zodiacale de 360 degrés où sont positionnées 12 constellations. Ce cycle astronomique se répète donc chaque année, avec cependant un petit décalage dénommé précession des équinoxes. Et ce décalage progresse régulièrement de 1 degré tous les 72 ans. Nous obtenons donc un tour complet en 25 800 ans et par conséquent, nous avons un décalage de constellations tous les 2160 ans. Ainsi, l'ordre séquentiel des constellations reste identique, mais il faut tenir compte de ce décalage pour comprendre la suite des symboles astrologiques définis vers le 3e millénaire avant notre ère. De cette façon, le départ du cycle zodiacal doit alors être calé par un événement biologique naturel, soit la naissance des agneaux qui débute vers le mois de janvier, ce qui nous donne un commencement par la constellation du Bélier. Symbole typique du monde des éleveurs, on perçoit ainsi le degré d'intégration des nomades chez les premiers scribes du monde agricole. Pour le signe de la constellation suivante, soit celui du Taureau, le mois de février correspond à la mise bas des veaux pour que les vaches profitent des premières pousses d'herbe. Puis, on entre dans la constellation des Gémeaux en mars, soit au printemps. C'est donc le moment où le frère jumeau du roi est sacralisé et que les labours commencent avec les semailles. Ensuite, on passe dans la constellation du Cancer ou Crabe, qui était à l'époque le mois d'avril. Cette appellation s'explique par l'effet de la fonte des neiges des montagnes du Caucase, fonte qui alimentait les fleuves et les canaux d'irrigation en faisant sortir tous les crustacés et fournissait ainsi un appoint saisonnier de nourriture. Puis, on entre dans la constellation du Lion au cours du mois de mai. Ceci correspond à l'époque des grandes chasses aux fauves pour montrer la force et le courage du roi et de son frère jumeau. On arrive alors au solstice de juin, soit la constellation dite de la Vierge qui correspond à celle de la grande déesse. C'est la grande fête du jour le plus long de l'année, où la grande reine vient bénir les champs de céréales encore verts, tout en s'adressant à l'étoile la plus brillante de la Vierge, qui se nomme Spica ou épi de blé. Après vient la constellation de la Balance au mois de juillet. C'est alors le moment de la moisson des céréales, et on pèse et on mesure la récolte et la richesse accumulée. Puis arrive la constellation du Scorpion dans la chaleur du mois d'août. Animal dangereux et typique des climats arides, il fut souvent utilisé pour supprimer le frère jumeau du roi dans le rituel de fertilité. Maintenant, un problème se pose concernant le Sagittaire. En effet,
le cheval monté n'apparaît au mieux qu'en 800 avant notre ère. En fait, et nous le verrons plus tard, le centaure a remplacé ultérieurement le signe originel du serpent dénommé Ophiuchus. Constellation voisine du Scorpion, ce signe astrologique de septembre montre bien que la grande prêtresse exerçait alors son rôle de magicienne exorciste pour apaiser l'âme du prince jumeau, assassiné récemment. Constellation suivante pour le mois d'octobre, le Capricorne est représenté par une chimère chèvre-poisson. Et comme nous l'avons vu, c'est une des représentations du dieu mâle Enki. Ce symbole associatif représente alors une période de coopération entre agriculteurs et éleveurs pour pêcher sur les fleuves à grande échelle afin de profiter des migrations saisonnières de poissons comme la remontée du saumon ou des esturgeons. Avec le signe du Verseau, placé au mois de novembre, nous avons donc confirmation du calage de date par l'arrivée des pluies abondantes à cette époque dans cette région. Enfin, avec le dernier signe zodiacal du poisson calé en décembre, nous avons également un sujet intéressant à développer. En effet, les anciennes légendes racontent qu'une déesse accompagnée de son fils était poursuivie par un monstre. Et pour s'échapper, la déesse et son enfant se transformèrent dans la rivière en deux poissons liés par leur queue en poussant un œuf. Or, décembre est la période où les œufs de poisson donnent naissance à des alevins, souvent liés par leur queue avec un sac vitellin, comme une sorte d'œuf associé à leur corps. Et les peuples pêcheurs ont dû très tôt observer ce phénomène et l'introduire dans leur mythologie. Et terminons ce chapitre en donnant quelques exemples qui ont suffisamment marqué les esprits pour se retrouver dans les écrits anciens. Examinons d'abord la création du monde en 6 jours. Cette anecdote est typiquement patriarcale dans le sens que le nombre 7 est lié au cycle lunaire de 29 jours et demi. On rappelle que la transhumance mensuelle s'effectuait durant les nuits de pleine lune qui durent une petite semaine. Il s'ensuit qu'après ce déplacement, les nomades cherchaient à souffler et à se reposer. Il est intéressant de noter que le texte biblique ne dit pas que Dieu reprenait le boulot le lundi, mais qu'il continuait de se reposer, soit un style de vie nomade, alors que les agriculteurs suivaient un rythme solaire. Par contre, l'histoire d'Adam et Ève est typique des contacts entre les agriculteurs et les nomades. En effet, Adam a d'abord une première épouse nommée Lilith, ce qui correspond au fait qu'une hiérodule l'a attiré dans la cité. Comme ce n'est pas un costaud musclé, mais qu'il est débrouillard, il va alors entrer au service du temple et plus particulièrement à l'entretien du jardin. Notons qu'au niveau de l'étymologie des langues locales, que paradis signifie jardin et Éden désigne la steppe. Ainsi, en travaillant dans le jardin du temple, Adam a forcément un patron et on lui donne une deuxième femme, Ève. Visiblement, celle-ci doit être au service des hiérodules et notamment à l'entretien des serpents. Il advint donc qu'elle fut piquée par un reptile et dans son délire, elle proposa de manger les délicieuses figues du jardin. Et comme à l'époque, c'était un produit de luxe réservé à la grande matriarche, le maître jardinier entra en colère et les expulsa de la cité. Autre anecdote, cette fois typiquement patriarcale, celle de la vie d'Abraham. On apprend en effet que sa famille vient de la cité d'Our,
pour aller à Harran, ce qui correspond à la transhumance classique des éleveurs de l'époque. Comme de plus, ils sacrifient un bouc à Dieu sur un petit autel de pierre. On retrouve ici tous les traits patriarcaux caractéristiques du dieu cygne. Toutefois, cette anecdote de substitution sacrificielle d'un garçon par un bouc montre l'influence matriarcale sur le monde des nomades patriarcaux. Ainsi, avec ces exemples patriarcaux, nous disposons maintenant d'une boîte à outils plus complète pour appréhender les légendes du passé.